En manchette ce soir, on découvre la Grande Traversée, gala des commissaires de la Commission scolaire du Cœur-des-Vallées et diffusion de la première capsule des Mémoires vivantes. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition du 28 mai. Plusieurs étudiants de l'école secondaire Hormidas-Gamelin ont eu la chance d'en apprendre un peu plus sur ce qu'est la Grande Traversée mercredi dernier. La Grande Traversée, comme son nom l'indique, est la traversée du Canada au complet. Séparés par section, les élèves du secondaire 2 à secondaire 5 se relaient tous les 3 jours, complétant ainsi leur section de 300 km pour le total de 2500. Les cyclistes de Mirabel, de la Colombie-Britannique, du Nunavut et de l'école secondaire Hormidas-Gamelin ont terminé leur section à Buckingham. Ils avaient débuté leur périple à Mont-Tremblant. Le groupe d'étudiants a pu partager son expérience dans le but de recruter des participants pour l'an prochain. La Grande Traversée a été mise sur pied il y a quelques années déjà par Laurent Brisebois, qui travaille dans une école de la Colombie-Britannique. Participant au Grand Défi Pierre Lavoie, pourquoi ne pas se rendre au défi en vélo, s'est-il dit? Donc, 5 semaines avant le défi, c'est plus de 200 jeunes qui participent à la Grande Traversée, accompagnés de personnalités sportives telles que le médaillé olympique Jean-Luc Brassard, ainsi que l'ex-hockeyeur Joey Junot. Laurent Brisebois, le fondateur de la Grande Traversée, nous expose les messages que l'on veut transmettre aux jeunes avec une telle activité. Il y a plusieurs messages qui se rejoignent dans la Grande Traversée. Moi, je crois beaucoup à l'éducation expérientielle, à tout ce qu'on peut apprendre sur le terrain et ensuite appliquer en salle de classe. La recette est la même, hein? Et le sport est une métaphore de la vie, dans le sens où le jeune, le matin, nous dit « Je suis fatigué, j'ai mal dormi, 100 km, je suis pas sûr que je suis capable de le faire. » Mais quand on le découpe en sections de 17 km, quand on focus sur ces petits détails-là et qu'on s'entraide pour le faire, en fait, en fin de la journée, ça a passé puis on l'a eu. Alors moi, je dis aux jeunes, quand vous retournez en salle de classe ou dans votre vie puis que vous vous sentez complètement dépassé, faites la même chose, découpez ça en petits morceaux, célébrez les petits succès un après l'autre et vous allez vous rendre, vous allez être capable. Et c'est le fun de les voir se dépasser puis de voir comment ils comprennent ce message-là. Après 3 jours, c'est plus les mêmes jeunes. Outre les nombreux kilomètres de vélo, les étudiants apprennent les rudiments pour la mécanique et l'entretien des vélos de route. La conduite en peloton est également pratiquée. Le vélo sur route est différent du vélo qu'on le peut pratiquer en montagne. Justine Francaire est étudiante à l'école secondaire Hormidas-Gamelin en 3e secondaire et venait tout juste de terminer son expérience de la Grande Traversée lorsqu'on l'a rencontrée. Bien, la première journée, ça a vraiment été la plus dure pour moi parce que je savais pas été où ma limite, puis je voulais tout faire tout seul, puis il fallait que je prenne l'aide, puis ça a été plus dur. Puis ça m'a juste donné le goût de continuer, puis de me pousser, puis de faire de plus en plus de kilomètres à chaque jour. C'était extraordinaire. C'était riche en émotions, mais on grandit tellement à travers cette expérience-là. Là. Le défi de la Grande Traversée, pour tous ceux qui veulent s'entraîner du mois de janvier à la fin du mois de mai, les vélos sont prêtés aux participants et pour un coût d'environ 295 $, les élèves sont logés, nourris, en plus de recevoir les vêtements nécessaires pour la pratique du sport. L'activité est ouverte à tous ceux qui désirent mettre les saines habitudes de vie au premier plan, et ce, même si vous n'êtes pas un athlète accompli. Justine Francaire nous explique ce qui l'a poussé à vivre l'aventure. Bien, moi, j'en avais entendu parler l'année passée par mes amis qui sont plus vieilles que moi, puis ils disaient « Fais-le, tu vas voir, là, c'est tellement le fun. » Puis quand M. Lee est venu nous voir pour nous demander qui est intéressé, moi, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que c'est un défi personnel. Puis tu sais, quand on dit « Moi, dans la vie, j'ai fait quelque chose d'important », bien moi, je peux dire « Moi, j'ai fait la Grande Traversée. » Puis c'est pas tout le monde qui peut faire ça. On est environ 200 jeunes à travers le Canada qui fait ça. Scolaire maintenant, les commissaires scolaires de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées ont tenu leur gala annuel. Ce gala met en valeur 11 catégories, autant primaire, secondaire et la formation professionnelle. Après avoir reçu de nombreuses mises en candidature, autant des qualités les unes que les autres selon le Comité des ressources humaines, des certificats et des cadeaux furent remis aux lauréats mardi dernier. Éric Antoine, président du Comité des ressources humaines, justement, nous donne plus de détails sur la soirée. Ici, ce soir, on fait la reconnaissance du personnel de soutien, des enseignants, des gestionnaires, des professionnels, des bénévoles et les entreprises qui font de nous un succès en tant que commission scolaire, qui mettent la main à la pâte, qui font en sorte qu'on vient à bout de faire des belles réalisations sur notre territoire. On fait la reconnaissance d'un lauréat par catégorie. On avait 11 catégories. Super content d'être ici. Les gens sont heureux. C'est un contexte qui est très convivial. On est
Les gens sont super contents d'être ici, et moi aussi d'ailleurs. Voici donc les récipiendaires. Le relais de la Lièvre Seigneurie a remporté les honneurs dans le groupe de travail. Marie-Noëlle Carrier a reçu le prix Coup de cœur, tandis que Carole Woodward a été couronnée dans la catégorie personnel de soutien. Francine Benoît a remporté dans la catégorie enseignante du préscolaire et Nathalie Laroche du côté du primaire. Denis Boileau a remporté la palme pour l'enseignement au secondaire, alors que Richard Timbreau a reçu le prix pour l'enseignement du côté de la formation professionnelle. La catégorie bénévole a été remise à Chantal Tanguay. Isabelle Giguère a reçu le prix professionnel. La RGA Basse-Lièvre a été déclarée partenaire de choix et Yannick Lérette a reçu le prix du gestionnaire. M. Richard Timbreau nous décrit ce qu'il a ressenti lorsqu'il a appris qu'il était nominé. Honoré, j'accepte humblement aussi cette nomination. J'ai été surpris qu'on m'a appelé à la maison pour me signaler que j'ai été honoré ce soir. Puis je suis vraiment touché. Puis je pense que c'est un signe de reconnaissance là, du travail accompli aussi avec les collègues. Mais je suis très, très honoré. Je suis très touché de ce geste. On entend beaucoup parler de coupures au niveau scolaire, de fusion des commissions scolaires, de perte d'emploi ou encore de perte de services pour les étudiants. Éric-Antoine nous explique l'importance d'un dialogue comme celui qu'on a vécu mardi dernier. Il sera suivi par le récipiendaire Richard Timbreau. Moi, je regarde ça de façon positive ici ce soir. Je ne parle pas de coupure, de compression. Ici, ce soir, ce n'est que positif, c'est de reconnaître le travail et les efforts de notre personnel. Demain, on parlera de coupure ou de compression. Ce soir, c'est une soirée de reconnaissance pour les gens qui sont ici, qui s'occupent de nos élèves, de nos enfants. Je crois que c'est important de reconnaître aussi le travail qu'on fait, le travail qui est fait par les enseignants, par les cadres, par l'équipe finalement, par les employés de soutien, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est important. Dans les temps durs qu'on vit aussi, austérité, qu'est-ce qu'on parle, les coupeurs, ainsi de suite, mais de reconnaître et de se faire reconnaître, de prendre le temps aussi de célébrer avec nos familles, faire connaître un peu le travail qu'on fait, puis pourquoi qu'on le fait. Le but de tout ça, c'est de venir en aide aussi à nos étudiants, puis de transmettre nos connaissances, là, puis notre passion pour notre métier. Jessie nous en avait parlé dans le culturel de mardi dernier, mais la TVC a eu la chance d'aller voir lors de leur pratique la troupe Escapade qui présentera la pièce Visa pour l'éternité. La pièce sera présentée du 4 au 14 juin prochain à 20h. Les représentations des dimanches se dérouleront quant à elles à 14h, toujours au centre de services de Buckingham. Les billets sont en vente à la librairie Rosemary au coût de 17 $. Je me suis entretenue avec le metteur en scène, Francis Leblanc, sur la pièce, mais également sur ce qu'il dira aux gens qui seraient un peu réticents à se déplacer pour une pièce de théâtre. Qu'est-ce que c'est? Visa pour l'éternité, c'est une comédie grand public où des personnages qui ont été assassinés doivent trouver un moyen d'aller au paradis. Et le seul moyen qu'ils ont, c'est que leur coupable, leur meurtrier, soit dévoilé aux humains, à la police. Donc, la pièce est basée là-dessus. Donc, c'est des fantômes qui se mêlent à des personnages humains pour, justement, gagner leur visa pour l'éternité. Moi, je leur dis que c'est probablement une des meilleures pièces pour les attirer. C'est une pièce grand public. C'est pas une pièce intellectuelle où on se casse la tête, on rit, on a du plaisir. On a du plaisir avec les acteurs qui en ont beaucoup en jouant. On a du plaisir avec le texte, qui est un texte qui est très drôle, très amusant. Et aussi, comme un bon Agatha Christie, de trouver l'intrigue de comment ils vont faire pour se sortir de là. Parce qu'évidemment, c'est une comédie, donc les personnages sont un peu loufoques. Donc, les moyens qu'ils prennent pour se rendre à Paris en passant par Londres puis par Winnipeg, c'est à peu près la façon que ça se passe pour eux, pour réussir à faire accuser leur assassin. La Société d'histoire innove avec un nouveau wiki. Ce nouvel outil permettra aux passionnés d'histoire de s'exprimer sur de nombreux sujets. Je vous ai également mentionné à quelques reprises le projet fait par la TVC en collaboration avec la Société d'histoire de Buckingham, soit les Mémoires vivantes. Il y a également du développement dans le dossier. Je vous laisse écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec M. Michel Riberdy, président de la Société d'histoire de Buckingham. M. Michel Riberdy, qui est président de la Société d'histoire de Buckingham. Bonsoir. Bonsoir. Et là, j'ai été naviguer sur votre site Internet, puis il y a quelque chose qui a attiré mon attention, l'onglet Wiki. Oui. Qu'est-ce que c'est?
Bien, un wiki, c'est en hawaïen, ça veut dire vite vite, c'est le moteur qui est utilisé, par exemple, dans Wikipédia. Donc, c'est un moteur, techniquement, qui permet de faire du travail collaboratif. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs gens qui se mettent ensemble pour écrire un article ou monter un article, insérer des photos, des choses comme ça, faire de la correction, par exemple. Donc, justement, si les gens qui nous écoutent se disent « Ah, mais je me souviens de telle partie de l'histoire » ou ils peuvent écrire sur n'importe quel sujet? Oui, ils peuvent écrire sur n'importe quel sujet en autant que c'est sur le patrimoine. Bon, c'est large quand même, le patrimoine. Le patrimoine bâti, le patrimoine historique, le patrimoine naturel même. Donc, les gens peuvent, si c'est en lien avec le patrimoine, ils peuvent, tout le monde, tout et chacun peut le visionner. Quelqu'un qui voudrait mettre un article, il ouvre un compte, il s'enregistre, il écrit son article et ça va être vérifié et validé par un modérateur. Est-ce qu'il y a des conditions d'utilisation? Parce que moi, ma mémoire peut faire peut-être défaut, mais comment ça fonctionne justement? Oui, il y a quelques conditions d'utilisation. Entre autres, c'est restreint au patrimoine. Il y a aussi, il faut respecter le droit d'auteur, il faut respecter le droit à l'image et il faut respecter le droit à la personnalité. Est-ce que c'était une demande de la part des gens d'avoir, pour mieux peut-être se retrouver sur le site ou pour aller chercher des onglets plus spécifiques plus rapidement? Non, ce n'était pas une demande du public. Par contre, ce sont des gens au niveau du réseau du patrimoine gatinois qu'on s'est assis ensemble et on dit qu'est-ce qu'on pourra faire pour que les gens puissent partager leurs connaissances. Donc, le réseau du patrimoine gatinois, il y a quelques années, avait fait monter le logiciel pour, et pour des problèmes techniques, il n'a pas toujours été mis en place, mais là, on est en train de le mettre en place sur le site de la Société d'histoire de Buckingham. Et si je ne me trompe pas, c'est une première là, que vous réalisez présentement, là? C'est une première au niveau national, définitivement, peut-être même mondial. J'ai fait des recherches et puis il n'y a personne d'autre au niveau du patrimoine qui possède un moteur wiki pour faire du travail collaboratif. En espérant que ça fasse des petits, comme on dit dans l'expression, pour d'autres sociétés d'histoire, parce que justement, ça va simplifier la vie des gens. Là. Ça va simplifier la vie des gens. Quelqu'un, par exemple, qui se trouve à avoir des photos de son patrimoine familial, un oncle, une tante, une grand-mère qui a fait des choses, bon, on peut mettre les photos en ligne. Et aussi, peut-être que les autres parents peuvent arriver et puis participer, par exemple, et mettre des bribes d'informations. Et à partir de là, les gens comme moi, avec des documents d'archives qu'on peut avoir, on peut aussi aller plus loin dans l'article. Donc, c'est un petit peu comme un repas communautaire, ou un repas partage, où on demande aux gens d'apporter toutes sortes de plats, puis on n'a pas tout à fait d'idée comment ça va terminer. On peut rejoindre ce wiki-là sur le site de la Société d'histoire de Buckingham, c'est bien ça? C'est bien ça, directement dans le menu à gauche, sur le dernier dans l'onglet, c'est Wiki. En cliquant dessus, vous avez accès à la page d'accueil et en même temps aux conditions d'utilisation. Parfait. Et là, on va rester dans le patrimoine. Un autre projet qu'on a avec vous, les mémoires vivantes, on en a parlé quelques fois. Comment ça avance, le projet? Le projet avance bien. Il faut se rappeler que le projet des mémoires vivantes, c'est de faire l'entrevue d'aînés pour aller chercher dans leur mémoire des événements qui se sont passés. Et de là, après ça, c'est des recherches historiques, c'est d'aller chercher dans nos archives et dans d'autres archives pour essayer de documenter tout ça et de faire une capsule. Est-ce qu'on recherche des souvenirs spécifiques? Non, on ne recherche pas de souvenirs spécifiques, même si on est en train de dégager quelques thèmes, par exemple le patrimoine industriel, parce que Buckingham, on sait, avait quand même un très beau passé du côté industriel. Et on prend des choses comme qu'ils deviennent. Ça peut être un vieux métier, par exemple. Ça peut être un événement, un incendie qui est arrivé. L'exemple, il y a eu un article dernièrement dans les médias sur le 50e de l'incendie qui est arrivé sur la rue principale. Mais la Société d'histoire de Buckingham, on avait des photos qu'on était capable de mettre pour illustrer la chose. Dans une capsule de mémoire vivante, on serait capable d'avoir l'entrevue des personnes, puis on pourrait aussi utiliser les images, par exemple. Si les gens, justement, se disent « Ah, j'ai des souvenirs sur telle affaire » et veulent les partager, comment ils doivent faire? Juste nous contacter à la Société d'histoire de Buckingham sur notre site Internet ou encore au téléphone. Et à partir de là, on va faire les entrevues nécessaires. Il faut comprendre que ça peut prendre un petit bout de temps avant que la capsule soit montée parce qu'il peut y avoir plusieurs entrevues à faire, dépendant de la disponibilité des gens. Mais justement, la première capsule est officiellement montée. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette capsule-là? La première capsule se trouve à parler de l'importance des archives pour supporter les mémoires vivantes. Donc, en même temps, ça explique un peu ce que c'est les types d'archives. C'est pas juste du papier, les archives. Ça peut être un film, ça peut être un record vinyle, par exemple. Donc, ces archives-là servent
à illustrer ce que les gens vont dire dans les mémoires vivantes. Et c'est l'archiviste de la Société d'histoire de Buckingham qu'on avait à l'époque qui explique justement l'importance des archives et qu'est-ce qu'on fait avec les archives à la Société d'histoire de Buckingham. Ma dernière question, vos coordonnées, justement, la Société d'histoire de Buckingham, si les gens, le numéro de téléphone et le site Internet sont lesquels? Le site Internet, c'est www.histoiredebuckingham, tout au complet.com. Et le numéro de téléphone, c'est 819-281-7111. Excellent. Merci beaucoup, M. Riberdy. Bienvenue. Et justement, on va voir en primaire cette première capsule des mémoires vivantes. Toute archive va avoir comme but de démontrer qu'on a de l'information. Ou est-ce qu'on peut transmettre un élément de savoir? Les dons qu'on reçoit à la Société d'histoire de Buckingham ont une longue vie après juste le fait de donner. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver à cet objet ou document-là. Une des premières choses, ça va être une évaluation de qu'est-ce qu'il y a besoin comme soin. Je vais aussi penser à est-ce qu'on a déjà des matériaux archivistiques pour être capable de le mettre dedans. Une fois qu'on a évalué le don, on va le restaurer quand c'est nécessaire. Dans certains cas, les archivistes vont faire juste des restaurations mineures. Par contre, on va des fois aller un peu plus loin. Si on a les connaissances, il y a une certaine responsabilité d'être capable de bien le nettoyer. On va utiliser certaines techniques et des fois, on va utiliser des produits chimiques. Dans d'autres cas, on va recoller des livres. On va enlever différentes saletés. On va utiliser un aspirateur qui est assez petit. Une dernière chose qu'on peut faire avec les documents, c'est de les mettre dans des expositions. Les archives sont très importantes pour les mémoires vivantes, non seulement pour être capable d'illustrer qu'est-ce que les gens sont en train de dire, mais aussi pour la possibilité d'être capable de numériser différents documents que les gens ont eux autres mêmes. Et pour une dernière fois cette saison, les sports avec François. François, bonsoir. Bonsoir, Josiane. On va commencer tout de suite avec le gala sportif des Chevaliers de Colomb. Effectivement, oui. Et on sait que c'est le 50e gala cette année. Ça va avoir lieu le 20 juin prochain. Et pour le 50e, on a décidé de décerner des prix spéciaux. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Personnalité, athlète et le sportif et l'athlète le plus prometteur parmi 3 nominations au cours des 50 dernières années. Alors, ça va donner pour le trophée Harry Macmillan personnalité de 1966 à 2015. En nomination, il y a Agnès Charrette, Norman Macmillan et André Soucy. Alors, c'est quand même des choix assez pointus qui seront assez difficiles. Athlète du 50e anniversaire 1968-2015, le trophée des Chevaliers de Colomb, à nouveau Agnès Charrette, Gaëtan Hart et Camille Desjardins. Alors ça aussi, moi, j'aimerais pas faire le choix là-dedans, c'est pas facile.
Sportif du 50e anniversaire, le trophée Émile Brisebois, il y a la famille Lavergne, Bernard, Dan et Michel. Il y a Michel Roy et Jim Leahy. Et athlète le plus prometteur, 69-2015, Chris Flynn, Ted Butler et Camille Desjardins. Alors, bonne chance à tous ces gens-là. Et je le rappelle, c'est le 20 juin prochain et le coût des billets est de 30 $. C'est disponible justement à la salle des Chevaliers de Colomb. Il faut y aller dans l'après-midi et puis vous achetez votre billet là. Parfait. Oui. Là, ça n'a pas bien été pour le hall volant. Oh non, en fin de semaine, 3 sorties, 3 défaites. Défaite de 11-5 et de 5-2 samedi contre Charlebourg. On sait que Charlebourg est l'équipe en première position dans la section S. Ils n'ont pas été chanceux quand même. On a laissé lors du premier match 12 coureurs sur les buts, donc on a manqué d'opportunisme un peu. Il faut quand même souligner les performances de Cédric Pellerin, Tristan Paris, Jules Hubert et Nicolas Côté qui ont quand même réussi 2 coups sûrs chacun dans la défaite. Le deuxième match était plus serré, c'était 2-1 jusqu'en 7e manche pour le hall volant. Charlebourg a créé l'égalité à son tour au bâton en fin de 7e et ça s'est terminé avec une poussée de 3 points en 9e manche. Donc une défaite de 5-2. Et où ça a moins bien été, c'est en revenant. Il y avait un arrêt du côté de Montréal, une défaite de 17-1 dans ce match-là. C'est la preuve que les nuits sont belles à Québec. Parce qu'on voit que dimanche, il n'était pas là du tout. Excuse-moi, je ne l'attendais pas celle-là. On poursuit en soccer, le FC Gatineau, là, ça va mieux. Oui, première victoire qui a eu lieu samedi après-midi, samedi dernier, contre le Lakeshore Sports Club. Écoutez, c'est une victoire quand même de 1-0. C'est peut-être pas les grands chars, mais... Une victoire, c'est une victoire. Effectivement. Et là, enfin, du côté du FC Gatineau, on respire parce que, veut pas, on l'a toujours un peu en arrière de la tête quand on n'a pas cette fameuse première victoire de la saison. Le prochain match reviendra à la maison la semaine prochaine, donc pas en fin de semaine, mais au début de juin. Et ce sera l'autre équipe de l'expansion de la Première Ligue, soit l'Académie du Fury d'Ottawa, qui seront les visiteurs. Alors, écoutez, on leur souhaite la bonne chance et une deuxième victoire. Excellent. L'Association de soccer de Buckingham a joué son premier match. Oui, on sait que cette année, on innove du côté de Buckingham avec une équipe senior de calibre 2A. Et ils ont remporté une belle victoire de 3-1 contre le Montréal-Pierrefonds le 23 mai dernier au stade ici même du secteur, au Parc Robitaille. Ça se jouait à 16h. Le directeur technique de l'association, Slava Ursu, est très satisfait. Et pour lui, ça permet aux joueurs de 18 ans et plus d'évoluer dans le secteur au lieu d'être obligés d'aller à Hull, Aylmer ou même du côté ontarien. On poursuit en hockey. Oui, on sait que le midget 3A se cherchait un entraîneur et les besoins ont été comblés. C'est Martin Lafleur, on le sait. Lui, était, les 2 dernières années, il était avec les Olympiques comme entraîneur adjoint. Donc, c'est un retour aux sources parce qu'il a été entraîneur des Intrépides de 2003 à 2006. C'est le dernier entraîneur à avoir connu 3 saisons consécutives. C'est-à-dire des 3 saisons gagnantes consécutives. Donc, on est allé chercher justement quelqu'un pour relancer l'équipe. On sait que ça n'allait pas très bien ces dernières années. Rappelons qu'il avait fait les frais de la finale en 2005, médaille d'argent au championnat canadien également en 2005 et 2 fois champion du tournoi, de l'ex-tournoi, si on peut dire, Kiwanis de Hull. Alors, moi, je pense qu'avec lui à la barre, je pense que le Midget 3A va reprendre ses titres de noblesse. Excellent. Et là, ce matin, quelle bombe dans le dossier du centre multifonctionnel? Ah oui, là, franchement, c'est réellement une saga. Là, ce qu'on apprend, c'est que du côté de la ville de Gatineau, on désire négocier avec la firme AEG, c'est une firme américaine, par l'intermédiaire de Luc Robitaille, justement l'ancien joueur de la Ligue nationale et qui a ici aussi évolué avec les Olympiques dans le temps. Sauf que là... Alain Cyr a fait une sortie médiatisée en disant nous autres, on n'a jamais été consultés plus que d'avoir une rencontre informelle avec Luc Robitaille. Alors, on voit là, que le dossier est mal ficelé. C'est extrêmement complexe. Ce que la Ville recherche, c'est un partenaire pour investir le 11 millions manquant entre le 60 millions et les coûts probables du centre multifonctionnel. AEG sera prêt à le faire, mais là,
à ce moment-là, ils veulent avoir aussi dans l'entente la direction là, de l'équipe, c'est-à-dire des Olympiques de Gatineau. Alors là, écoutez, ça a sorti aujourd'hui. Ça va être à suivre au mois de juin. D'après moi, le dossier doit se régler incessamment. Ils veulent avoir un nouveau propriétaire ou les mêmes propriétaires pour le repérage. C'est le 6 juin prochain. Fait que ça va se régler la semaine prochaine. Il va falloir qu'ils fassent ça très vite. Oui, effectivement. Et là, on poursuit la grande traversée du Canada. Oui, on sait que c'est une course à relais qui a débuté à Québec et ça se rend jusqu'à Victoria. Naturellement, les participants, eux, ne font pas toute la course, mais c'est des sections de 300 km. Il y a 3 élèves d'Ormidas-Gamelin qui participaient. Amélie Blais, Cédric Lacouline et Justine Franqueur. Alors, c'était les seuls représentants là, de l'Outaouais dans ce défi-là, si on peut dire. Ils étaient de passage justement à Buckingham pour rencontrer leur père afin de leur relater l'exploit. C'était quand même intéressant. Écoutez, c'est 7 mois d'entraînement avec un suivi là, au niveau de diète alimentaire, etc. Donc, félicitations à ces 3 jeunes-là. Et meilleure chance pour tous ceux là, qui doivent faire encore les étapes successives jusqu'à Victoria. Gymnastique maintenant. Oui, on le répète, en fin de semaine, même si c'est commencé, ce sont les championnats canadiens de gymnastique. Ça a lieu au complexe Branchot-Brière. Écoutez, les prix, là, c'est 20 et 15 pour les enfants. L'enjeu de ça, c'est une place sur l'équipe canadienne pour les Jeux panaméricains qui vont avoir lieu à Toronto. Donc, c'est toute la fin de semaine au complexe Branchot-Brière. Excellent. Là, on fait un rappel des jours JBMR. Oui, c'est le 6 et le 7 juin prochain du côté de Papineauville. Donc, il est encore temps de s'inscrire. Il y a toujours les mêmes épreuves. Là, il y a 8 km familial, il y a le 30 km familial intermédiaire, puis il y a aussi pour le niveau expert. Alors, on va sur le site et on s'inscrit. Excellent. Oui. Et là, plein d'affaires à faire cet été, la Coupe du monde de soccer féminin. Oui, on sait que du 7 au 26 juin prochain, du côté d'Ottawa, on va avoir 9 rencontres là, qui opposent différents pays. Malheureusement, il n'y aura pas aucun match de l'équipe canadienne ici. Il faut quand même souligner qu'Ottawa sera l'autre des 8e de finale et des quarts de finale. Peut-être entourer ces dates-là, ça va être le 20, le 22 et le 26 juin pour les 8e et quarts de finale. Les billets, la fourchette, c'est de 20 à 90 $. Très rapidement, gala de boxe. Oui, on sait qu'il va y avoir 2 galas de boxe, un à Papineauville le 6 juin prochain, justement dans le cadre des jours J. Vanessa Lepage, Joannis est prévue à la carte. Il y a aussi celui des Mustangs de Gatineau avec le club BG conjointement, 27 juin prochain. Alors ça aussi, c'est un rendez-vous. Et là, pour faire plaisir aux tout-petits, l'horaire des piscines et des plages. Oui, écoutez, 13 et 14 juin, ça, c'est du côté des piscines. C'est de midi à 19h50. 20 juin au 16 août à tous les jours. Les plages, ça commence le 6 et 7 juin. 13 et 14 juin, les fins de semaine seulement. Et du 20 juin au 23 août, inclusivement, de 11h à 19h. Excellent. C'est ce qui conclut la saison. François, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Eh bien, oui, merci. Et puis, passez un bon été, tout le monde. On peut déjà se dire à l'automne prochain? Bien, j'espère. Excellent. C'est enregistré, on n'a pas le choix maintenant. Oui, bien, ça dépend aussi qui signe le chèque. Je dis comme ça. Merci, François. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Et oui, c'est la dernière émission d'InfoMag pour cette saison-ci. À mon nom personnel, au nom de l'équipe, on vous souhaite un très bel été et on se reparle au mois de septembre prochain. Merci beaucoup.